Je vais lire un texte pour être à la fois précis et maîtriser le fil de mon propos. Alors, voici une première image pour ouvrir mon exposé. Il s'agit d'une peinture connue où l'on voit Michelangelo présenter une maquette de belle taille de son projet pour la coupole de Saint-Pierre au pape Pie IV devant une ribambelle de personnages importants. Cette peinture a été réalisée un demi-siècle après les faits présumés. On sait aussi que Michelangelo a fait réaliser une maquette en bois à l'échelle 1/1 de la corniche qu'il a proposée pour couronner la façade du palais Farnèse, encore à Rome. Dans les deux cas, il s'agit pour l'architecte d'exhiber le plus fidèlement possible la réalité projetée et proposée jusqu'à l'échelle 1/1. Les cultures, les peuples qui ont produit des maquettes sont très nombreux, innombrables. Pour dire juste, nous sommes incapables de les dénombrer. Nous ne disposons pas d'un relevé qui soit exhaustif. Nous ne pouvons qu'être partiels dans une telle entreprise et dès lors, toute sélection est partielle. Mais qu'est-ce qu'une maquette? Entendons-nous sur ceci que j'utiliserai le mot dans le domaine qui touche des artefacts architecturaux. Et pour commencer, j'aurai recours à un concept qui vient d'une autre discipline et que je vais ici quelque peu tordre et maltraiter. C'est celui de self-similarity, tel que défini par le mathématicien Benoît Mandelbrot, qui décrit une figure fractale comme ceci. Une figure fractale est un objet mathématique qui présente une structure similaire à toutes les échelles. L'exemple simple en est l'emboîtement des poupées russes. Chacune ressemble à chaque autre à l'échelle près. Aucune n'a un statut de référence première dont dépendraient les autres. Elles entretiennent entre elles des relations de similarité circulaire. Cette analogie permet, au moins dans un premier temps, d'évacuer le principe du modèle originel dont se déclinerait une ou plusieurs concrétisations et donc d'évacuer provisoirement le mot modèle, model, par trop polysémique et qui d'entrée de jeu nous entraîne sur des chemins réflexifs compliqués où l'on ne sait pas trop ce qui vient en premier et ce qui vient en dernier, alors que peut-être ce type de questionnement est-il mal construit. Les cultures qui ont eu recours aux maquettes, nous les retrouvons sous toutes les géographies d'est en ouest, rapidement. Le Japon ancien, la Chine des grandes dynasties, l'Asie hindouiste, l'Asie bouddhiste, les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes, les cultures arabes, les sociétés africaines, les peuples aborigènes d'Australie, les multiples cultures méditerranéennes, les sociétés européennes anciennes et modernes, les civilisations américaines au nord, au centre, au sud, dont les ensembles mexicains, andins, amazoniens, aussi les collectifs inuits et bien sûr tous les peuples qui ne sont pas dans cette liste. Je limiterai la multiplicité des situations à quelques segments géographiques et culturels pour réduire bien sûr les cas disponibles au format d'un exposé, mais aussi aux cas qui sont abondamment documentés et s'inscrivent dans un contexte culturel multiple et connu. De telle sorte à permettre de réduire l'incertitude des hypothèses qu'il est possible de formuler à propos des fonctions que les maquettes remplissent dans les dispositifs qui règlent la vie collective, entre autres dans les dimensions de la spatialité et de la temporalité. D'où les segments culturels que je vais privilégier d'est en ouest et sans ordre chronologique ou historique. La Chine des Han, la Méditerranée avec la Crète minoenne, avec la Rome renaissante, avec la Sardaigne nuragique, ensuite l'Europe de l'Ouest au Moyen-Âge gothique, et enfin un point de chute dans les Andes préhispaniques, où une grande diversité de types de maquettes est présente, en grand nombre d'occurrences que je me contenterai brièvement de saluer. J'ai évoqué pour commencer la théorie des figures fractales construite par Benoît Mandelbrot. J'utiliserai le terme figure fractale lorsqu'une maquette connue semble appartenir à un réseau de correspondance entre objets similaires, mais de dimensions qui appartiennent à des ordres de grandeur éloignés. Cette
éventuelle propriété fractale n'est pas exclusive d'autres caractéristiques. De manière parallèle ou indépendante, une maquette peut être partie prenante dans un dispositif rituel auquel elle est associée avec d'autres artefacts à l'intérieur de protocoles cérémoniels, par exemple dans le cas de célébrations funéraires. À nouveau, sans exclusive, une maquette peut aussi présenter tout ou partie d'une image partielle ou intégrale du monde global où la collectivité imagine habiter. Et à nouveau, sans exclusive, une maquette peut constituer un modèle de conception, comme nous l'avons vu avec Michelangelo, à adopter et à adapter pour la construction d'un édifice. Dans ce cas, le type du modèle réduit paraît le plus adéquat. Il peut être plus facilement déplacé. Il est possible de l'examiner et de le consulter depuis différents points de vue. Ces 4 types de fonctions sont retenus ici à titre d'hypothèse applicable aux dispositifs pratiqués par les ensembles culturels que j'ai retenus pour aujourd'hui. Ces types ne sont pas univoques puisqu'ils empiètent les uns sur les autres. La classification qu'ils permettent d'organiser mériterait d'être vérifiée à la fois du côté du matériel examiné, qui devait être plus important en nombre de cas récoltés, mais aussi quant aux axiomes théoriques qui informent nos analyses. Alors, pour commencer, la Chine des Han. Sous la dynastie des Han, grosso modo entre moins 200 avant Jésus-Christ et à peu près la même période après Jésus-Christ, 220, des maquettes d'édifices furent déposées dans les tombes de familles ou de personnages importants. Les maquettes architecturales qui ont été retrouvées sont en terre cuite vernissée. Elles font généralement partie d'un ensemble d'artefacts diversifiés avec la présence de figurines humaines ou animales. Les tombes elles-mêmes sont construites sous terre, avec pour matériaux la pierre ou la brique. Cette situation semble concrétiser une conception de la mort qui est pensée comme la poursuite de la vie sous des formes spécifiques, incarnées dans et sous la terre, mais à l'image des formes de la vie d'avant la mort, qui, elles, se déroulent sous le ciel et avec la matérialité du bois, en résumant ici à l'extrême. Les vivants et les morts, c'est-à-dire les ancêtres, habitent continuellement des mondes parallèles. Ce n'est pas successif, c'est simultané. Dans les périodes culturelles concernées, l'architecture des vivants, bon, à la surface, est le plus souvent construite en bois et en terre crue. Ce qui explique que, comme pour beaucoup d'autres ensembles culturels, l'archéologie ne permet pas de découvrir des éléments architecturaux de manière directe. Les descriptions textuelles ou les images sont seules en mesure de livrer des indices. Les architectures miniatures trouvées dans les tombes relèvent d'une typologie étendue, incluant les lieux profanes et les lieux sacrés, les ateliers d'artisanat, les enclos pour les animaux, les tours d'observation, les pavillons réservés au plaisir. Il ne semble pas y avoir une organisation hiérarchique ou un ordre quelconque qui réglerait les positions physiques ou symboliques établies entre ces maquettes. Tout ceci au conditionnel, puisque nous disposons de peu d'éléments qui décrivent et analysent le contexte de ces découvertes archéologiques. Les maquettes sont réalistes. Elles illustrent plutôt fidèlement les matériaux utilisés, ossature en bois, y compris le détail des assemblages, les parois en terre crue, les toitures en tuiles en terre cuite. On peut dire qu'elles sont doublement réalistes. Une mise à l'échelle cohérente, il existe d'ailleurs des cas à l'échelle 1 sur 1, et une représentation convaincante des matériaux mobilisés dans la construction. Par rapport aux 4 fonctions énoncées à titre d'hypothèse, il est difficile de retenir ici le modèle de conception. Les maquettes, une fois placées dans les tombes, ne sont pas ou plus destinées à être visitées, consultées, déplacées. Les tombeaux sont scellés, voire recouverts de tumulus. Il s'agit clairement ici d'un dispositif rituel à usage unique et définitif, si je peux me permettre cette formule. L'image du monde est certainement active dans la configuration des architectures de référence et de leurs miniatures. Axe vertical du monde entre ciel et terre, entre autres.
Les archéologues évoquent par ailleurs une relation au feng shui, au yin et au yang, aux 5 éléments fondamentaux de la pensée chinoise antique. Quant à la circulation fractale entre les échelles, elle est bien omise, même si elle est réduite à 2 termes. Il n'y a pas un terme de référence qui prendrait un pas sur l'autre. La crête minoenne. Les historiens et les archéologues situent la crête minoenne entre 2700 et 1200 ans avant Jésus-Christ. Elle correspond à des traits culturels très spécifiques, en particulier dans les domaines de l'architecture et de la ville, que nous pourrions qualifier plus profondément d'originaux, au sens où une origine est un commencement, tant il semble constituer les germes de certains caractères qui se développeront ultérieurement dans l'ensemble du monde antique grec et méditerranéen. La forte relation entre la production des maquettes et les lieux réservés au séjour des morts semble ici se défaire fortement. Si les rituels funéraires sont importants pour les Minoens et si les défunts sont accompagnés dans leurs tombes par de nombreux artefacts, les miniatures architecturales ne semblent pas y avoir accompli une fonction majeure comme nous l'avons rencontré en Chine. Je retiens ici 2 cas qui semblent fortement autonomes par rapport au processus funéraire. D'une part, la table mosaïque, découverte vers 1902 par les équipes dirigées par Arthur Evans sur le site de Knossos, datée d'environ 1700-1600 avant Jésus-Christ. D'autre part, le modèle of Minion House from Arcanes, mis à jour par des archéologues il y a une 50aine d'années, est daté de la même période. Je ne vais pas m'attarder sur la maison d'Arcanes. Elle est exceptionnelle dans plusieurs sens du terme, entre autres pour ceci. La rareté de maquettes similaires ne permet pas d'acter un recours régulier à ce type d'objet. Celui-ci semble proposer une organisation relativement abstraite des dispositifs architecturaux qui semble dégager, au moins partiellement, des processus rituels et cosmologiques. Mais par contre, engagé dans des processus de mise au point des modes constructifs et d'organisation des spatialités pour elles-mêmes. Des chercheurs comme Quentin Letson, qui est avec nous, pensent qu'elle est peut-être l'indice et le vecteur, à cette époque en Crète, d'une sortie des modes constructifs attachés à la répétition vernaculaire vers une attitude plus ouverte et plus spéculative quant à l'organisation des espaces. La table mosaïque a été découverte dans des remblais à Knossos. On voit ici des fragments isolés. Il s'agit d'une série de plaques de faïence de petites dimensions, quelques centimètres, présentant pour un grand nombre d'entre elles les façades de maisons. La forme des pièces de mosaïque correspond strictement, ou semble correspondre strictement, aux limites extérieures des façades. Si elles semblent destinées à être placées en côte à côte, on peut imaginer qu'elles correspondent à des façades de maisons alignées en rangées régulières, sans que nous ayons les moyens de vérifier une telle hypothèse. D'autres types de pièces de céramique ont été mises à jour, dont on imagine qu'elles faisaient partie d'un même ensemble, et elles présentent, elles, des figures humaines, animales, végétales ou marines. L'hypothèse est raisonnable qu'il ait pu s'agir là de l'image d'un morceau de monde, comme un paysage ou un dispositif urbanisé se serait déployé. L'ensemble était sans doute agencé sur un support plan, à 2 dimensions d'ombre, mais les petites façades sont en relief. Il s'agit bien de maquettes de façades. Certaines fenêtres sont plus que des images de fenêtres, elles sont trouées. Des joints constructifs sont gravés dans les plaquettes de faïence. La maçonnerie est en appareil isodome, les têtes de poutres de bois sont gravées et colorées. Il y a ici une préoccupation réaliste, l'objectif d'être fidèle et conforme à une réalité possible ou existante, d'en rendre compte de manière détaillée à l'échelle. Ce sont ici des relevés qui ont été publiés par Evans en 1921. Une autre dimension mérite d'être remarquée. Ces architectures miniatures sont abstraites, pour utiliser un terme moderne,
elles ne sont pas les supports d'ornementation ou de figuration. Alors que nous savons par ailleurs que certains murs intérieurs des architectures crétoises étaient enduits et recouverts de fresques où des images figuratives ou géométriques pouvaient se déployer. C'est d'ailleurs par contraste avec ces murs intérieurs que nous identifions ces miniatures comme étant les faces extérieures de maisons. L'ensemble de ces façades apparaît comme un répertoire présentant à la fois les techniques de construction et les formes de leur mise en œuvre. Elles sont multiples, non répétitives. Les variations sont exhibées à partir d'un matériel constructif limité, précis et compréhensible. La variété des compositions s'ouvre sur le fond d'une typologie identifiable et simple. Il ne s'agit pas ici de la répétition d'une matrice vernaculaire. Il est difficile d'établir la fonction culturelle d'un tel dispositif. La fonction sacrée ou rituelle semble peu prégnante. L'ensemble du dispositif était probablement immobile et il ne pouvait être déplacé comme un modèle consultable en différents lieux, situations, ce qui est une hypothèse que nous pouvons formuler pour une maquette comme celle d'Arcas. La mosaïque n'est probablement pas un modèle de support à la conception ou à la construction. Par contre, comme évoqué il y a un instant, elle est peut-être l'image, le miroir, qu'un monde se donne de lui-même, une façon de le confirmer et de le consolider. Et au sein de cette image, d'un monde, d'un paysage, l'organisation des architectures occupe donc une place significative. La Rome de la Renaissance. Je sous-entends ici par Rome de la Renaissance ce vaste ensemble de la Renaissance italienne qui s'est déployé sur l'ensemble de l'Italie par vagues successives ou simultanées. De profondes modifications ont affecté, comme on le sait, les architectures sacrées, profanes, urbaines, rurales, leurs articulations aux structures de la ville comme à celles des paysages. La profession d'architecte elle-même s'est formée avec des délimitations nouvelles qui séparent les concepteurs des corporations d'artisans et placent en correspondance la conception des architectures avec une réflexion théorique. Un personnage important apparaît ici, figure historique devenue légendaire, celle de Filippo Brunelleschi, qui imagina la forme et la technique constructive du dôme de la cathédrale de Florence. Dispositif inséparablement technique, symbolique, formel, urbain, paysager. C'est le même Brunelleschi qui expérimenta les premières perspectives à point de fuite et ses premières expériences ont concerné la mise en perspective de dispositifs architecturaux. Filippo Brunelleschi a débuté comme apprenti orfèvre. Son histoire personnelle incarne en elle-même le passage de l'artisanat à ce qui se dégageait alors progressivement comme appartenant au domaine des arts, la sculpture, la peinture, l'architecture. Un concours fut organisé pour choisir le projet le mieux approprié pour la construction du dôme de la cathédrale de Florence. Nous savons que les maquettes ont joué un rôle déterminant pour donner corps aux propositions des concurrents. Brunelleschi a soumis parmi d'autres une maquette faite de briques et de bois. Nous savons que les maquettes furent utilisées constamment avant et pendant les travaux de la cathédrale et de ses diverses parties, comme la façade principale ou le lanterneau. Nous voyons ici la présentation à François Ier de Médicis d'une maquette projetée pour la façade principale du dôme de Florence. Cette maquette, celle qui est là, observée sur cette œuvre de Gian Bologna, on voit l'architecte Bernardo Buontalenti qui présente au Grand-Duc ceci. Donc cette maquette, elle est parvenue jusqu'à nous. À partir de là, nous pouvons émettre les hypothèses suivantes. Les maquettes permettent de présenter l'architecture en situation de réalité à l'échelle près. Si elles sont de grande taille, l'observateur peut placer son regard en contrebas de la maquette, comme ici, et adopter une mise en situation similaire à cette prise en présence d'un édifice à la taille projetée. Cette présentation permet évidemment d'évaluer, de mettre en discussion des appréciations différenciées et, le cas échéant, de décider une adoption, une modification ou un rejet. Cela selon différents points de vue, celui du commanditaire certainement, mais aussi celui des architectes, des différents maîtres d'œuvre
associés et des acteurs de chantier. Diverses maquettes correspondant à différentes propositions peuvent être présentées, évaluées et discutées. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de la façade du dôme. Plusieurs maquettes, voici quelques-unes, nous sont parvenues dont les auteurs sont distincts. Et pour mémoire, aucune de ces maquettes n'a été adoptée en vue d'une construction, donc l'affaire Ruven. En résumé, ces maquettes relèvent du modèle de conception intégré dans un processus qui se dote d'outils appropriés, adossé à une articulation artistique et politique, adaptée à la culture moderne qui se forge lors de la Renaissance italienne. Celle-ci correspond à une distribution des rôles joués par différents acteurs, parmi eux le prince et l'architecte, et la mise au point d'artefacts, depuis les maquettes jusqu'aux édifices, qui occupent une fonction précise au sein du dispositif récurrent, mais instable. Est-ce à dire que les autres dimensions que nous avons évoquées, image fractale, image du monde, dispositif rituel, ne sont pas actives dans cette configuration de la Renaissance? L'image du monde, ou les images du monde, que ce soit via la coupole projetée par Brunelleschi, ou les façades proposées pour la cathédrale, eh bien, présentes, que ce soit suivant le principe d'axis mundi, d'axe vertical du monde, les analogies microcosme, macrocosme, les différents processus mimétiques qui supportent la composition des façades, comme celui où se répondent, colonnes, pilastres et corps humains. Du coup, les échelles se renvoient les unes aux autres, des plus petites dimensions aux plus grandes, et aussi bien à leurs intermédiaires, et il devient indécidable d'attribuer à l'une d'entre elles le rôle de référence principale. Quel est l'édifice visé par l'architecte et les commanditaires? Le dôme, lorsqu'il sera achevé, ou l'œuvre magnifique du divin que le dôme entend honorer? L'effet du relativisme fractal est bien là. Quant à la dimension rituelle, en ce cas d'espèce et pour dire bref, elle est directement constitutive du processus dans lequel les acteurs et les faits de leurs actes se déploient. La Sicile nuragique. La culture nuragique se développe entre plus ou moins 1800 avant Jésus-Christ et 238 après, année où la Sardaigne fut soumise de manière radicale et intégrale à la République de Rome. Le terme nurage se rapporte à un type d'architecture fortifiée qui a été se complexifiant et s'agrandissant au fil des siècles, du moins c'est ce que nous en disent les archéologues. En voici deux exemples extrêmes, du plus simple au plus complexe. Certains chercheurs attribuent le développement de la culture nuragique à des apports venant de l'Est de la Méditerranée. Nous retrouvons aussi cette hypothèse d'une large et intense circulation des dispositifs culturels sur les bords et les îles de la Méditerranée pendant le Néolithique. La découverte de ces architectures fortifiées est troublante pour l'architecture européenne, pour l'imaginaire européen, et méditerranéen d'un Moyen-Âge qui a associé un type de château fort à l'histoire féodale des sociétés qui se sont constituées après la chute des empires romains, c'est-à-dire quelques millénaires plus tard. Les recherches archéologiques systématiques concernant ce type de construction sont récentes. En une vingtaine d'années, entre 1995 et 2015, le nombre d'édifices répertoriés est passé de 9 000 à 20 000, précise un article du journal Le Monde. Et nous ne disposons pas de traces écrites exploitables de la culture des murages. Ici, c'est un modèle de constitution numérique. Leur attribution fonctionnelle demeure une question, puisque l'hypothèse de la place forte, qui semble justement, qui nous apparaît spontanément dans notre imaginaire à nous, est, je dirais, en discussion aussi bien avec un lieu de stockage, un lieu de stockage de ressources, de réserves, et également de lieux où de l'eau pouvait être puisée par l'intermédiaire de. Les maquettes en pierre que voici ont été découvertes à l'intérieur d'édifices auxquels elles sont similaires. Avec cette nuance importante qu'elles semblent en sélectionner
et en simplifier les détails, ainsi que la situation singulière pour les configurer en une sorte, finalement, d'idéal type ou d'archétype. De nombreuses autres maquettes découvertes sont d'échelles variées, de différents matériaux, pierre, terre cuite, bronze, plomb. Elles sont situées dans les édifices névralgiques, aux côtés d'ustensiles susceptibles d'usage technique aussi bien que symbolique, dans des espaces qui sont analysés par les archéologues comme relevant de la domesticité, des activités cultuelles ou des tombes, dans certains cas. Ces maquettes présentent de grandes variations dimensionnelles et donc d'échelle. Elles répondent à un système fractal de renvoi, pour le moins, auquel il est difficile d'attribuer un terme de référence, sinon par défaut, celui des édifices habitables de grande taille qui adoptent une formalisation similaire. En l'état des découvertes actuelles, des connaissances et des hypothèses, nous ne pouvons faire guère plus qu'évoquer une sorte de modèle symbolique à portée générale, pour ne pas dire universel, à l'intérieur du monde névralgique et qui se manifeste sous les différents types et tailles d'artefacts mis en œuvre par cette culture. L'Europe de l'Ouest gothique. Nous n'avons pas beaucoup de connaissances à propos des méthodes de conception ni de construction des édifices gothiques. Les intervenants étaient multiples, spécialisés dans les différentes techniques mobilisées et remplacés régulièrement au fil des longs travaux de construction. Le dessin en plan, en coupe, en vue spatialisée étaient pratiqués. Nous disposons de documents qui en attestent, certes rares, et parmi ceux-ci, les fameux carnets de Villard de Honnecourt. L'Italie, et particulièrement l'Italie de la Renaissance, a connu des situations compliquées avec les longs chantiers d'églises commencés à l'époque gothique, comme la cathédrale de Milan, qui ne sera terminée qu'au XIXe siècle, ou la basilique San Petronio à Bologne, qui n'a jamais été achevée. À propos de celle-ci, il apparaît que l'architecte Antonio di Vincenzo en aurait réalisé en 1390 une maquette longue de plus de 18 mètres, ce qui serait de l'ordre du 6e de la longueur de l'édifice actuel. Ceci jette un doute sur cette idée que l'usage régulier de la maquette dans les processus de conception architecturale aurait débuté à la Renaissance, parce que là, on se trouve un siècle plus tôt. Mais nous ne disposons pas d'éléments suffisants pour avancer sur cette question. Prenons la question des miniatures architecturales à l'époque gothique par un autre chemin. En Europe de l'Ouest, les grandes villes, comme les petites villes, les villages, les campagnes, étaient ordinairement organisés autour des édifices religieux. Les plus importants parmi ceux-ci hébergent encore aujourd'hui des reliquaires ou des chasses. Les reliquaires contiennent des reliques d'un saint défunt, des traces d'un corps, d'un vêtement ou d'un objet. Les chasses contiennent le corps du saint ou ses ossements en leur entièreté. Les reliquaires, comme les chasses, sont des miniatures d'édifices religieux, avec des dimensions proportionnées à leur contenu, mais surtout à l'importance symbolique du saint ou de la sainte, présente en tout ou partie dans la miniature. Mais les reliquaires, comme les chasses, étaient et sont encore aujourd'hui promis à des sorties en ville lors de processions organisées selon un calendrier consacré, où les espaces de la ville elle-même se transforment en espaces saints. Voici par exemple une dévote procession de la chasse de Saint-Germain à Paris en 1652, procession où de nombreuses chasses et reliquaires secondaires accompagnaient la plus importante d'entre elles, comme on voit sur le image. En voici une autre, toujours à Paris, la procession cette fois de la chasse de Sainte-Geneviève, organisée en 1536 pour faire cesser les pluies. Bon, on prépare une procession comme celle-là en Belgique dans les prochains jours. Les églises gothiques contiennent aussi, par ailleurs, des retables polyptyques, généralement placés au fond des absides et des chœurs. Ce sont de grandes structures qui distribuent les niches et les tableaux où des figures saintes, peintes, sculptées, font face aux fidèles
La structure des retables est similaire à la structure de l'église, en particulier la structure, celle des façades de l'église, qui ouvre la nef depuis l'espace urbain. Ainsi, si l'église ou la cathédrale est une architecture majeure qui polarise la ville, elle contient ses propres répliques à l'intérieur de ces espaces, sous la forme des reliquaires, des chasses, des retables. L'ensemble de ces structures consiste, je le dis de manière très simplifiée, en la répétition, l'addition, la juxtaposition d'arcs en ogive intégrés sous l'ascension d'une flèche. En voici une expression simplifiée sous la forme d'un édicule de l'époque néogothique. Donc, ceci n'est pas pur, mais je n'ai pas trouvé d'éléments qui le soient davantage. Si la figure fractale est ici à l'œuvre de manière évidente, c'est à la fois de manière intégrative. Les différentes échelles des artefacts s'emboîtent, d'une part, et les artefacts se multiplient par déplacement concret de possession ou par addition répétitive, d'autre part. Cela dans un ensemble où le cérémonial et l'aura rituelle, tout comme l'image du monde, sont pleinement présents et immanents au sein d'un processus difficilement décomposable. Les angles préhispaniques et la chute pour moi, mais ce n'est qu'une chute provisoire. Je termine avec cette image de cette pierre sculptée à Sayut et dans les Andes. Nous avons là un bloc de granit posé sur le sol, mais indéplaçable, et en une forme qui n'est analogique, qui n'est pas analogique de manière réaliste à une autre, de manière réaliste, solitaire, célibataire, une maquette qui n'est pas une figure fractale, une énigme. Merci de votre attention. Merci Jean. Je propose on peut continuer avec Andrew ou on peut faire les questions après Andrew pour les deux, c'est possible? Comme ça, on peut gérer un peu mieux le temps, je pense. Oui? C'est très intéressant la dernière hypothèse. C'est la possibilité d'une maquette non fractale.